bonjour. Donc aujourd'hui sera le dernier cours de la série de cette année. Donc comme vous pouvez le lire, il va avoir pour thème l'infection par le cytomégalovirus et la façon dont nous nous défendons contre ce virus. Et on va exposer cela et ça sera suivi donc d'un séminaire de Madame Dechanay-Merville qui est là, directrice de recherche au CNRS, qui travaille à Bordeaux, dirige un groupe de recherche qui s'appelle Immunoconcept, si je ne me trompe pas, et qui est une spécialiste, grande spécialiste d'une catégorie de lymphocytés dont je vous ai à peu près jamais parlé, donc ça tombe bien, parce que vous allez pouvoir savoir de quoi il s'agit. Et il se trouve que ces lymphocytés, entre autres, ont une fonction dans l'immunité contre le cytomégalovirus, donc c'est plutôt, je pense, pertinent d'associer ce séminaire avec ce cours. Donc de quelles cellules il s'agit? Il s'agit des lymphocytes qui ont un récepteur T dit de type gamma-delta. Je ne vous en dis pas plus, vous en saurez beaucoup plus tout à l'heure, dans 1h30, en écoutant Julie Dechanay. Alors, moi, je vais brosser l'ensemble de ce que l'on sait aujourd'hui sur le cytomégalovirus et la façon dont notre système immunitaire se débat avec lui. Donc voici le plan un peu assez classique par rapport à des cours précédents, donc sur le virus lui-même, comment le virus persiste ou pas chez les individus infectés, comment on se défend, l'immunopathologie associée à ce virus. On va avoir des aspects un peu particuliers par rapport à ce qu'on a pu discuter avec d'autres micro-organismes, et vous allez voir que le cytomégalovirus, d'une certaine façon, a un impact sur le système immunitaire avec l'âge. En vieillissant, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes sur ce plan. Et puis, on essaiera de conclure. Donc le virus, le cytomégalovirus, dont vous avez une image représentative, évidemment, qui n'est pas exacte, sur la partie droite de la diapo. C'est un isocaèdre, un truc comme ça. Je ne sais plus combien ça fait de faces, mais ça fait beaucoup de faces. En fait, les virus de la famille herpès ont une ressemblance morphologique. Évidemment, ensuite, ils ont beaucoup de différences. Donc, comme vous pouvez le lire, le cytomégalovirus est le virus numéro 5 de la famille des virus herpès, à ne pas confondre avec le virus herpès simplex, qui est le numéro 1, qui est le virus connu pour donner les boutons de fièvre, entre guillemets, mais aussi, on en a parlé dans d'autres cours, des encéphalites, etc. C'est la même famille, mais ce n'est pas le même virus, donc pas la même biologie, pas la même immunité, pas la même pathologie. Donc c'est ce qu'on appelle un bêta-herpès virus, peu importe les détails. Et donc son matériel génétique est composé d'ADN double brun qui est inséré ici dans la capside, qui a cette forme isocaédrique, et entouré ensuite d'une couche lipoprotéique. Donc c'est un virus qui a pour cible, le virus cytomégalovirus humain n'infecte que l'homme. Alors il existe des variétés qui infectent d'autres espèces, et par exemple on utilise, je vous en montrerai quelques données à titre expérimental, du virus CMV, du cytomégalovirus qui infecte des souris, qui a des analogies mais pas strictement identiques. Donc l'homme est le seul réservoir du cytomégalovirus. En règle, le fait d'être infecté par ce virus n'a pas de conséquences, donc à la limite, je ne devrais pas vous en parler. Vous allez voir que malheureusement, ce n'est pas toujours tout à fait le cas. Donc la maladie induite est soit extrêmement bénigne, ce qu'on appelle un syndrome mononucléosique qui ressemble en très atténué à ce que provoque le virus d'Epstein-Barr, la mononucléose infectieuse, mais de façon beaucoup plus atténuée. Et même la plupart du temps, l'infection est quasiment asymptomatique, avec l'énorme exception, qui elle est évidemment très importante de ce qui est indiqué derrière l'astérisque, qui est en dessous dans la diapo, c'est le fait que lorsqu'un fœtus est infecté via sa mère, qui n'avait pas été antérieurement en contact avec ce virus, on va le voir dans un instant que la pathologie induite chez le fœtus peut être assez dramatique, et le virus est également très pathogène, a également des conséquences potentiellement dramatiques, y compris mortelles, chez des sujets qui ont des déficiences de leur système immunitaire, notamment après les transplantations. On va y revenir. Alors un point important, on va y revenir aussi, des caractéristiques de ce virus, c'est que ce virus persiste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été infecté par ce virus, nous en gardons la trace à l'état latente en général, on va le revoir, dans notre organisme pour la vie. Et une fois de temps en temps, il se réactive, c'est-à-dire que la réplication virale reprend, la production de virions reprend, le système immunitaire agit et contrôle l'infection, mais ceci peut survenir à un certain nombre de reprises, probablement au cours de la vie, et c'est ainsi que, on verra ça à la fin du cours, cela peut avoir in fine des conséquences sur l'ensemble, sur l'homéostasie globale du système immunitaire. L'infection par ce virus est très fréquente, puisque la prévalence approximative, disons en France, de personnes qui ont été en contact avec le virus, montrée par exemple par la détection d'anticorps dans le sérum de
tout le monde à l'âge adulte, c'est environ 60%. Donc à peu près un peu plus d'un adulte sur deux a été en contact, donc est porteur du génome viral. Mais, voilà. Donc quelques caractéristiques supplémentaires. La réplication du virus se fait au sein du noyau des cellules infectées, et ce virus a deux cycles biologiques, comme on le souvent pour les virus de la famille herpès. Le cycle lytique, c'est-à-dire que c'est la production de l'ensemble des protéines virales, il y en a environ 750, plus évidemment du génome viral, donc l'ADN double brun, la production de particules virales et le relargage des cellules infectées qui en règle meurent, cycle lytique, ça veut dire lyse, mort de la cellule, et donc une potentielle dissémination du virus. Il y a une marque que je ne vous ai pas mis l'image parce qu'elle est relativement anecdotique, mais néanmoins je le mentionne parce que c'est ainsi que le virus a été découvert, c'est que des cellules dans lesquelles a lieu la réplication virale contiennent souvent une inclusion assez visible dans le noyau, qui est assez caractéristique et qui, dans le passé, avant se développent des tests diagnostiques, soit de culture, soit ensuite de biologie moléculaire précis, était une façon de diagnostiquer la maladie. On appelait ça la maladie des inclusions cytomégaliques. Et historiquement, le virus a été identifié à partir de fœtus, d'enfants nés après qu'ils aient été infectés in utero, avec la détection en particulier de ces inclusions intranucléaires, donc qui sont juste un témoin de la production massive de virus. Donc une autre façon de se maintenir du virus, c'est le cycle, c'est l'état latent, c'est-à-dire que le virus le génome viral est présent avec la production de très peu de protéines virales, et donc évidemment pas d'effet pathogène, mais la possibilité de transmission, donc en cas de division cellulaire, la persistance du virus. Enfin, un dernier point concernant la biologie du virus, proprement dit, c'est comment on est infecté par le virus, par transmission, par contact, même s'il faut une charge virale relativement élevée, donc parce que toutes les sécrétions potentiellement peuvent contenir des particules virales chez quelqu'un qui réplique le virus, mais aussi par les produits sanguins ou d'autres produits de transplantation, ce qui fait que cela peut être une problématique d'infection grave chez des sujets transplantés et immunodéprimés. Donc voilà quelques caractéristiques générales concernant ce virus. Alors sur le plan médical, je vous l'ai déjà dit, comme c'est remarqué ici à gauche, les sujets immunocompétents, habituellement, il n'y a pas de maladie ou des symptômes extrêmement modestes. Par contre, chez les sujets dont le système immunitaire est soit non mature, le fœtus, soit déficient, donc après transplantation d'organes ou de moelle osseuse, chez les sujets infectés par le VIH et qui ont un déficit immunitaire. Je vous rappelle ce que je vous ai dit il y a quelques semaines. Des patients qui ont des déficits immunitaires héréditaires, plutôt des lymphocytes T, on va en reparler des lymphocytes T tout à l'heure, et enfin le fœtus, donc qui n'a pas encore un système immunitaire compétent. Chez ces individus-là, la maladie est problématique, elle provoque une série de pathologies qui sont indiquées au-dessus, des hépatites, une atteinte de la moelle osseuse en fait responsable d'anémie, thrombopénie, donc manque de plaquettes, qui peut être à la fois un problème de production et un problème de destruction excessive en périphérie, comme on dit, c'est hors de la moelle osseuse. Des infections pulmonaires qui peuvent tuer en asphyxiant les gens, tout simplement. Des atteintes du système nerveux central. Je vous renvoie au cours que j'ai fait il y a 6 semaines maintenant, ou 5 semaines, je ne sais plus, parce que le virus donc, peut pénétrer dans le système nerveux central, provoquer une encéphalite et des lésions très importantes, et également des lésions de la rétine, c'est aussi le système nerveux. On appelle une choriorétinite qui peut entraîner des nécroses de la rétine et donc des cécités. Donc c'est potentiellement une maladie grave donc dans des circonstances que j'ai précisées de déficience immunitaire acquise, héréditaire ou chez le fœtus. Évidemment, cela illustre en soi l'importance de la réponse immunitaire pour contrôler, éviter ce genre de pathologie. Ce que je devrais ajouter encore pour le fœtus, c'est que non, je crois que ça va être indiqué sur une diapo suivante, j'y reviendrai dans un instant. Il existe des traitements du virus, il y a des médicaments qui sont efficaces, qui bloquent une enzyme tyrosine kinase qui est nécessaire à la production des virions cellulaires, mais il vaut mieux éviter cette pathologie donc, chez les sujets immunodéficients. Illustration d'une des pathologies donc, qui peut être observée chez les sujets immunodéficients et qui sont infectés par le cytomégalovirus, c'est la rétinite. Toutes les images en jaune ici, c'est un fond d'œil. Donc c'est le fond de l'œil
on visualise la rétine, vous voyez, vous devinez les vaisseaux. Donc toutes les plaques jaunes sont des plaques inflammatoires et peut-être même déjà à ce stade de nécrose de la rétine qui peut être détruite, en particulier dans la zone importante centrale qui est la macula qui permet la vision précise. Voilà, donc c'est une affaire qui peut être donc médicalement sérieuse. Donc si on s'intéresse un instant de façon un peu plus approfondie donc une problématique relativement importante du CMV qui est l'infection congénitale, environ sur 100 grossesses, 1 à 2 grossesses est associée avec une contamination de la mère. Je rappelle qu'à l'âge donc 20, 30, 40 ans, des femmes qui ont des bébés, seulement environ 50 à 60% ont déjà été en contact avec le virus, donc il y a un risque potentiel que pendant la grossesse, une primo-infection de la mère survienne. Donc 1 à 2% des grossesses, c'est beaucoup. Heureusement, la pathologie fœtale est observée seulement dans 5% des cas, donc c'est 5% de 1 à 2%. Mais quand même, ce n'est pas tout à fait négligeable. Qu'est-ce qui fait qu'un fœtus va être infecté, va avoir à des degrés divers les symptômes ou les pathologies qui sont évoquées sur cette diapositive? Ça dépend du moment, probablement ça dépend de la charge virale, enfin du contexte de l'infection. C'est pas tout à fait sûr que les choses soient très très précises à ce jour. Les conséquences, donc elles peuvent être à des degrés divers dramatiques: prématurité, retard de croissance intra-utérin, d'autant plus que l'infection est survenue tôt, plus dramatique évidemment est la microcéphalie par destruction du système nerveux central, des neurones en particulier, choriorétinite comme je viens de vous l'indiquer, survenue souvent secondaire de troubles de l'audition, hépatite, anémie, thrombopénie, je l'ai déjà signalé, et malheureusement il arrive que des fœtus, enfin des enfants à la naissance, aient tous ces symptômes. Donc comme vous le savez probablement, il y a une surveillance assez stricte qui est faite autour du cytomégalovirus des femmes enceintes, et en cas de détection de l'apparition d'anticorps, d'IgM dirigés contre le virus, une surveillance encore plus précise, des tests qui sont faits, on va analyser directement le fœtus pour savoir s'il est infecté ou pas et voir quelle attitude adopter. Donc c'est une affaire assez sérieuse, surtout qu'en plus de ce qui est marqué là, parmi entre 5 et 25%, ça dépend des études, des enfants nés après une infection à CMV in utero et qui sont asymptomatiques à la naissance, donc ils n'ont aucun de ces troubles qui sont indiqués ici, ils ne sont pas prématurés, ils n'ont pas de retard de croissance, etc., etc. Mais quand même 5 à 25% d'entre eux vont développer secondairement des troubles qui sont souvent, comme indiqué pour la neurosensorielle, surdité, et des troubles visuels, éventuellement des troubles cognitifs, psychiatriques, donc qui sont des séquelles de l'infection, non apparents à la naissance, mais qui se révèlent dans les années suivantes. Donc c'est à nouveau, cette infection congénitale à CMV est une problématique sérieuse et qui est largement prise en compte dans la surveillance des femmes enceintes. Alors voilà pour la médecine. Donc maintenant, on va parler un peu plus de la façon dont le virus se comporte, entre guillemets, au sein d'une personne infectée, avant de voir comment s'effectue la réponse immune contre le virus, sans entrer dans les détails des protéines reconnues, etc. Donc ce schéma indique de façon assez globale et relativement compliquée, mais on va prendre le temps de le détailler, ce qui se passe chez un individu infecté. Tout commence à gauche ici avec la flèche, indique l'infection. Donc la pénétration du virus dans le corps, donc ça peut être par les muqueuses, assez souvent par les muqueuses, et de temps en temps de façon iatrogène, donc par éventuellement transfusion ou transplantation. Et l'infection primaire va entraîner l'infection de cellules qui sont dans les zones bleues de ce carré, où c'est à peu près un carré, qui est censé représenter un individu, si vous voulez. Donc vous voyez qu'il y a une longue liste de cellules qui sont indiquées, ce qui veut dire que le virus est capable d'infecter un très grand nombre de cellules différentes. Vous pouvez lire les cellules épithéliales, donc au niveau muqueux, les cellules endothéliales, c'est probablement une certaine importance, même certainement une certaine importance, c'est-à-dire les cellules donc, qui bordent tous les vaisseaux sanguins, mais aussi, et à nouveau, donc c'est répété en fonction de muqueuses ou des tissus, mais ça revient au même, les cellules neuronales, d'où l'encéphalie dont je parlais à l'instant, les cellules musculaires lisses, les fibroblastes, et vous voyez même, ce schéma envisage que peut-être d'autres types cellulaires puissent être infectés, et on peut retrouver du virus dans les reins, dans la rate, dans le foie, etc., etc. Donc il y a un très large spectre de permissivité au virus, au cytomégalovirus des cellules de l'organisme. Et donc ces cellules sont infectées, le cycle lytique peut s'y manifester, donc le mort cellulaire et dissémination virale à partir de cette mort cellulaire. Les cellules qui peuvent être aussi infectées
il faut suivre un petit parcours ici. On monte vers le haut, ce sont les cellules sanguines, comme les monocytes, les cellules capables de phagocytose et impliquées dans les réponses immunes, donc peuvent être infectées, même si la flèche est incertaine dans ce schéma. Est-ce que c'est à partir des cellules épithéliales, endothéliales, etc., que les monocytes sont infectés? Les monocytes se différencient en macrophages. Il y a aussi les cellules dendritiques, on parle souvent, les cellules présentant l'antigène, sont des cellules dans lesquelles il peut y avoir persistance du virus et production complète du virus, donc un cycle lytique. Et donc évidemment, la boucle peut boucler qu'à partir du virus relargué par ces cellules qui sont présentes dans tous les tissus, dans les organes lymphoïdes, dans le sang et dans tous les tissus, infection à nouveau d'autres cellules, etc., etc. Et puis donc, il y a à côté des sites en bleu d'infection productive du virus, c'est-à-dire des cellules dans lesquelles le cycle lytique est en action, il y a donc aussi la possibilité, comme déjà évoqué, de persistance du virus. Et le virus semble persister plutôt dans des cellules hématopoïétiques, encore que je ne suis pas sûr qu'il faille être aussi restrictif, en particulier des cellules souches de la moelle osseuse ou des progéniteurs de la moelle osseuse, ce qui est marqué ici CD34 plus HPC. HPC, ça veut dire Hematopoietic Progenitor Cells, donc des cellules progénitrices de la moelle osseuse. Pour faire court, les cellules souches de la moelle osseuse qui peuvent donner naissance et qui donnent naissance effectivement à toutes les cellules sanguines, globules blancs, globules rouges, plaquettes, etc., dans notre moelle osseuse. Donc ces cellules peuvent être infectées et être source éventuellement, c'est la flèche verte ici, à partir de cellules qui se différencient, à nouveau des monocytes, de cellules dans lesquelles le virus persiste, enfin le génome viral persiste à l'état latent et une fois de temps en temps peut se réactiver. Donc s'il fallait retenir une phrase de tout ce schéma un peu compliqué dans lequel il y a pas mal de points d'interrogation qui montrent que les connaissances ne sont pas d'une solidité extrême sur cette question, c'est que potentiellement un très grand nombre de cellules de l'organisme peuvent être infectées, peuvent être tuées par le virus et avec un relargage de particules virales, et qu'en plus donc ce virus peut persister, en particulier mais pas exclusivement dans des cellules hématopoïétiques comme les monocytes et peut-être les cellules souches de la moelle osseuse. Donc ça donne beaucoup de possibilités, un grand réservoir, un grand potentiel d'action, entre guillemets, au virus une fois qu'il est présent dans l'organisme de quelqu'un qui est infecté. Voilà, alors l'immunité. Pour une fois, je vais vous parler de cellules dont je ne vous parle à peu près jamais, je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler un peu plus, qui sont les lymphocytes NK. NK signifie Natural Killer, parce que ce sont des cellules killers qui tuent, qui sont capables de tuer des cellules, notamment des cellules infectées par des virus, ça tombe bien pour le cytomégalovirus, éventuellement des cellules tumorales, et qui sont des cellules de l'immunité innée, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas impliquées direct dans un mécanisme de reconnaissance clonale de peptides associés aux molécules HLA comme le sont les lymphocytes T, ou avec un système très spécifique de reconnaissance par les immunoglobulines en ce qui concerne les lymphocytes B. Ce sont des lymphocytes qui ont deux, pour être un peu schématique, ce sont des cellules, des leucocytes, des globules blancs, des lymphocytes, qui sont produits dans la moelle osseuse, qui sont présents dans le sang, quelques pourcents de lymphocytes, et qui sont présents dans les tissus, et qui schématiquement ont deux types de récepteurs, sans entrer dans trop de détails. Je ne vais pas vous faire un cours sur les cellules NK, à l'occasion peut-être je l'en ferai un jour, on verra. Il y a deux types de récepteurs à la surface de ces cellules, des récepteurs qui activent les lymphocytes natural killer, donc à exercer une fonction immunitaire. On peut tout de suite dire de quoi il s'agit, c'est ce qui est en bas dans le rectangle gris. La fonction cytotoxique, comme les lymphocytes T cytotoxiques, dont je vous ai déjà parlé, on va reparler, qui sont capables donc de façon très spécifique d'antigène de tuer des cellules notamment infectées par des virus. Les lymphocytes NK, par le même mécanisme biologique, en relarguant des protéines qui sont capables d'induire la mort cellulaire, sont également donc capables de tuer d'autres cellules. Et les lymphocytes NK produisent également des cytokines comme l'interféron gamma ou le TNF, et d'autres aussi, mais ce sont les principales cytokines produites, qui sont plus ou moins les mêmes, qui sont en partie produites par des lymphocytes T. Donc leurs fonctions effectrices ne sont pas très différentes de la fonction des cellules T cytotoxiques. La grande différence, c'est le mécanisme de mise en jeu, donc où il n'y a pas de reconnaissance spécifique d'antigène, je vais y revenir, à travers les récepteurs activateurs et inhibiteurs ici, j'en parle dans une seconde. Le point essentiel, c'est que contrairement aux lymphocytes T qui, pour être impliqués dans une réponse immunitaire,
ont besoin de s'amplifier, parce qu'à l'état de repos, il n'y a que très peu de lymphocytes spécifiques, mettons, de peptides du cytomégalovirus. Donc avant que la réponse T anti-CMV devienne efficace, soit capable de tuer les cellules infectées par le virus, il faut plusieurs jours d'activation et d'amplification, donc de division cellulaire répétée des lymphocytes pour constituer un stock suffisamment important quantitativement parlant pour tuer les cellules infectées dont on a parlé juste avant. Les lymphocytes NK, lorsqu'ils sont activés, sont immédiatement capables d'exercer leur fonction effectrice. Donc l'intérêt, entre guillemets, dans les réponses immunitaires d'utiliser les lymphocytes NK, c'est une façon de parler qui est évidemment scientifiquement incorrecte, mais juste pour me faire comprendre, ces lymphocytes NK sont immédiatement, en quelques minutes ou quelques heures, capables d'être impliqués dans une réponse immune quand les lymphocytes ont besoin de plusieurs jours. C'est une notion qui est très importante, et donc probablement ces lymphocytes NK, qui peuvent aussi se diviser, il y a une certaine amplification du nombre de cellules mises en jeu. Ces cellules jouent un rôle particulièrement important dans les étapes précoces des infections, et en particulier aujourd'hui dans l'infection par le cytomégalovirus. Donc, comment ces cellules s'activent ? Elles expriment de façon variable en fonction des lymphocytes NK, ils sont un peu différents les uns des autres, une série de molécules, vous en avez le nom de 5 d'entre elles ici, NKP30, NKP46, DNAM1, NKG2D, NKG2C. Désolé pour la terminologie qui n'est pas particulièrement explicite, mais enfin, ces récepteurs qui reconnaissent, on va en voir pour un ou deux d'entre eux, de quoi il s'agit, des ligands à la surface d'autres cellules, sont capables donc d'induire des signaux d'activation qui donc, encore une fois, très rapidement vont induire ces fonctions effectrices. Mais les lymphocytes NK expriment aussi à leur surface, de façon variable d'une cellule à l'autre, avec une expression stochastique, des récepteurs au contraire inhibiteurs, c'est-à-dire qui bloquent l'activation. Et l'état fonctionnel des lymphocytes NK est lié à une balance entre des signaux d'activation et des signaux inhibiteurs. Et, par exemple, le simple fait qu'une cellule exprime les molécules HLA de classe 1, dans la plupart des cas, donc HLA A, HLA B, HLA C, a pour conséquence, par liaison avec des récepteurs de type KIR, inhibiteurs, Killer Inhibitory Receptors, de bloquer l'activation des lymphocytes NK. Autrement dit, si un lymphocyte NK rencontre une cellule qui exprime les molécules HLA de classe 1, c'est qui est physiologiquement relativement fréquent, puisque à peu près toutes les cellules expriment ces molécules, sauf circonstances particulières, eh bien, le lymphocyte NK ne s'activera pas, sauf s'il y a par ailleurs une activation très puissante par d'autres récepteurs. Donc, encore une fois, c'est la balance entre des récepteurs, la mise en jeu de récepteurs activateurs et de récepteurs inhibiteurs qui détermine la fonction effectrice des lymphocytes NK. Sur ce schéma, j'ai souligné NKG2C parce que, de façon non exclusive, je vais vous montrer ce qu'on en sait dans une seconde, la mise en jeu de ce récepteur paraît jouer un rôle non négligeable dans l'activation des lymphocytes NK face à des cellules infectées par le cytomégalovirus. Voilà, après cette introduction, qu'est-ce qui se passe? Un peu plus de détails dans le contexte de l'infection à cytomégalovirus. On verra encore un peu plus de détails dans les diapos qui suivent. En fait, ces cellules NK, elles sont activées non seulement par ces récepteurs de type activateur, comme NKG2C, qui est associé avec une autre protéine à la membrane qui s'appelle CD94. Évidemment, il n'y a pas une seule molécule à la surface cellulaire, il y en a des milliers, quelques dizaines de milliers. C'est une image. Donc la signalisation, dans le cas présent, parce que c'est un hétérodimère qui signale par une molécule adaptatrice qui s'appelle DAP12, peu importe les détails, et qui induit des signaux d'activation. Donc c'est une façon d'activer le lymphocyte NK, mais ils peuvent être aussi présensibilisés par la production de cytokines, comme l'interleukine 12 par les cellules dendritiques et les monocytes, donc typiquement dans un contexte d'infection de ces cellules par le cytomégalovirus. Et aussi, ces cellules peuvent être activées par des anticorps, non pas par la partie variable de reconnaissance d'antigènes, mais par la partie constante, cette petite partie de la molécule d'immunoglobuline qui est ici, qui se fixe sur un récepteur pour la partie constante des immunoglobulines, qui s'appelle CD16, et qui aussi, avec des molécules adaptatrices, contribue à l'activation. Donc ça fait au moins 3 mécanismes qui contribuent de façon un peu différente à l'activation de ces lymphocytes NK, à tuer éventuellement ici une cellule infectée par le CMV, une cellule épithéliale ou un monocyte. Donc probablement, bien que les choses là ne soient pas très très claires, NKG2C reconnaît une molécule qu'on appelle HLA de type 1 non conventionnelle, qu'elle s'appelle HLA-E, c'est un ni A ni B ni C. HLA-ABC, dont je vous parle de temps en temps, sont les molécules HLA auxquelles sont associés des peptides antigéniques reconnus
par les lymphocytes T CD8. Là, il s'agit de molécules qui structurellement ressemblent, mais n'est pas identique, s'appelle HLA-E, qui n'a pas de variant allélique, contrairement aux molécules HLA-A, B et C, et qui peut s'associer à un peptide issu du cytomégalovirus, mais ça c'est loin d'être clair, mais qui stabiliserait l'expression à la surface de ce complexe, reconnu par NKG2C et activant les lymphocytes NK. C'est un peu compliqué parce que HLA-E peut aussi servir de molécule inhibitrice des lymphocytes NK. Donc les choses ne sont pas si simples. Mais en ce qui concerne l'infection ACMV, un complexe HLA-E et peptide, entre guillemets, stabilisant issu de CMV, non moléculairement identifié à ma connaissance aujourd'hui, ce que j'ai pu lire, est un élément important de l'activation de lymphocytes NK et leur mise en jeu lors d'une infection ACMV, encore une fois, au stade les plus précoces de l'infection. Donc la résultante, c'est l'activation, c'est les fonctions effectrices qui sont à nouveau indiquées aussi en bleu, et également la capacité de prolifération. Pareil, pour donner un ordre de grandeur, c'est une infection expérimentale de la souris par le virus CMV murin, qui ressemble au virus humain. Il y a une expansion assez intense du nombre de cellules NK, puisque le nombre de cellules NK en 7 jours, après 7 jours d'infection, est 2 à 3 jusqu'à 10 fois supérieur à l'état basal. C'est un peu plus difficile à déterminer chez l'homme, en particulier dans les tissus, mais enfin, il est très, très, très vraisemblable qu'il y a une expansion précoce de lymphocytes NK dans le contexte d'une infection par le CMV et la contribution de ces différents signaux, sachant que les anticorps, évidemment, arrivent un peu plus tard, parce que ça implique l'activation, la mise en jeu de l'immunité adaptative, mais au moins de ces deux autres types de signaux. Si on veut voir les choses de façon encore un peu plus précise, un peu, je reconnais, rébarbative, parce qu'il y a des tas de noms de molécules ici, à nouveau, c'est l'évolution des lymphocytes NK, leur différenciation et leur expansion lors d'une infection par CMV. HCMV, ça veut juste dire CMV humain. Le H n'a pas d'autre signification. Donc voici un lymphocyte NK dit conventionnel, ça c'est encore du jargon d'immunologiste, qui exprime à des degrés divers ou pas du tout toute une série de molécules membranaires, comme par exemple, laquelle je vais choisir, je ne sais pas, CD16, on a déjà parlé, c'est le récepteur pour la partie constante des IgG, et très fortement une molécule qui s'appelle CD7. Les KIR, ce sont ces fameuses molécules inhibitrices qui sont peu exprimées dans ce contexte, etc. etc. Sous l'effet de l'infection, et NKG2C que j'ai rajouté parce que la diapo ne le montrait pas, et dans le contexte de CMV, il est important. Donc dans le contexte d'infection à CMV, via HLA-E, je vous ai déjà parlé, éventuellement les anticorps, mais néanmoins, dans la cinétique des événements, ils ne sont pas présents initialement. Des molécules d'adhésion CD58, qui est un ligand pour la molécule ici CD2, et des cytokines comme l'interleukine 12, qui est produit par les cellules dendritiques. Donc ça fait 3 types de signaux. Je mettrai les anticorps un peu en retrait, parce que, encore une fois, sur le plan chronologique, ils viennent après, vont induire une différenciation, une expansion, on l'a déjà vu, et une différenciation de ces cellules NK qui vont s'appeler des cellules NK adaptées, donc au contexte de l'infection, dont les caractéristiques moléculaires de surface changent. On ne va pas entrer dans les détails, mais vous voyez qu'il y a beaucoup plus de plus pour les molécules du haut, des moins en bas. Donc, bref, les caractéristiques moléculaires, membranaires et intracellulaires de cellules évoluent. Et ces cellules vont, comme écrit, persister, s'accumuler tant que l'infection est présente. Et ces cellules sont déjà capables donc de fonctions immunes efficaces sur les cellules infectées par le CMV. On peut aller encore un peu plus loin dans le raffinement. Je profite du CMV pour parler de cellules NK. Vous avez ici des situations plus détaillées, puisqu'on retrouve les cellules dont je vous ai parlé tout à l'heure, les cellules matures dites conventionnelles, mais un stade préalable, c'est les cellules immatures, donc un peu moins avancées dans la différenciation. Et en bleu, ici, des cellules adaptées, donc dans un contexte d'infection. Sont indiqués ici 4 types d'activation possible des cellules NK et les réponses. Donc la production d'interféron gamma, de TNF, et CD107, c'est un marqueur indirect de la cytotoxicité. Donc le stade initial est quelque part entre les cellules immatures et matures, chez un individu non infecté, a fortiori un fœtus, etc. Et le stade auquel aboutit l'induction de réponse immune, c'est les cellules NK dites adaptées, qui ont des réponses plus efficaces, c'est ce qu'on va voir dans une seconde. Mais il n'est pas inintéressant de s'arrêter une seconde sur les mécanismes d'activation. Donc le premier, c'est les petites boules jaunes. Les petites boules jaunes, c'est la production par les cellules dendritiques de cytokines, en particulier d'interleukine 12, dont je vous ai déjà parlé. Le second signal ici,
c'est l'activation par des cellules qui n'expriment pas les molécules HLA de classe 1. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, c'est que les lymphocytes NK sont inhibés dans leur activation par l'expression par les molécules potentielles, des cellules, excusez-moi, potentiellement cibles de molécules HLA de classe 1. Mais certaines circonstances, dont les infections virales, font perdre ou diminuer l'expression de molécules HLA de classe 1. À vrai dire, ça peut être un mécanisme d'évasion, pas d'invasion, d'évasion des virus à l'égard de la réponse T, mais en échappant à la réponse T, ils deviennent plus sensibles à la réponse NK. Donc c'est une façon de stimuler les cellules NK, c'est le défaut d'expression des molécules HLA de classe 1, ce qui fait que les récepteurs inhibiteurs n'ont plus de ligand et seuls les récepteurs activateurs sont induits à faire se différencier les lymphocytes NK. Donc la balance activation-inhibition est très en faveur de l'activation. Donc c'est le deuxième type de signal d'activation ici. Le troisième, qui est particulièrement pertinent pour l'infection par le CMV, c'est la reconnaissance de molécules HLA de classe E avec sans doute un peptide issu du CMV. Et la quatrième voie d'activation, c'est via les anticorps. Et donc la fixation par les parties constantes. Vous voyez que sur les cellules immatures, si on active artificiellement en laboratoire ces cellules avec ces 4 agents de stimulation, les réponses sont modestes, variables d'un type de stimulation à l'autre, qui montrent que tous ces mécanismes ne sont pas équivalents. Au stade de lymphocytes NK conventionnels matures, les réponses sont un peu plus fortes, en particulier dans un contexte où il n'y a pas de molécule HLA de classe 1 sur une cellule cible. Et évidemment, l'objectif d'une réponse immune efficace, c'est plutôt celui-là, où vous voyez que, par contre, il n'y a plus d'effet des cytokines issues des cellules dendritiques, donc qui servent à la maturation pour passer de ce stade-là à celui-ci, mais pour les fonctions effectrices proprement dites, par exemple, l'expression d'HLA de HLA-E à la surface d'une cellule cible va induire puissamment, 3 croix, de façon non quantitative, la production d'interféron gamma, la production de TNF et la cytotoxicité. Les anticorps font presque la même chose. Donc, c'est la situation effectrice réelle observée sur des cellules NK qui se sont différenciées assez rapidement au cours d'une infection, en particulier par le cytomégalovirus. Donc j'encadre l'activation par HLA-E, encore une fois, qui est particulièrement pertinente, bien que non exclusive, des cellules NK par des cellules infectées par le CMV, et donc ces cellules qui jouent le rôle essentiel. Voilà pour ce chapitre. Alors, après les lymphocytes NK, on parlait un peu des lymphocytes T. Ça, on en parle assez souvent dans l'immunité antivirale. Je vais vous montrer quelques données expérimentales, évidemment essentiellement d'origine murine, montrant l'importance des lymphocytes T dans le contrôle de l'infection par le CMV. S'ils sont absents, s'il n'y a que les cellules NK, il est clair que le contrôle est insuffisant. Donc les fonctions dont je viens de vous parler, aussi utiles soient-elles, elles ne sont pas suffisantes pour contrôler une infection par le cytomégalovirus. Il y en a de nombreux exemples expérimentaux et malheureusement humains dans des situations où les lymphocytes T, heureusement très rarement, sont déficients. Je vais vous indiquer qu'on peut détecter spécifiquement les lymphocytes T spécifiques du CMV ou d'autres antigènes. On va voir comment on peut tester cela. Et puis, en parlant de lymphocytes T, donc, de façon non explicite à l'instant, j'ai évoqué des lymphocytes T classiques, conventionnels, qui ont un récepteur T de type alpha-bêta et qui reconnaissent des peptides associés aux molécules HLA, classe 1 pour les CD8, classe 2 pour les CD4. Donc un autre composant sont des lymphocytes T, si on veut, non conventionnels, en tous les cas, qui ne reconnaissent pas des peptides de cette façon, et en particulier les lymphocytes T gamma-delta, dont Julie Dechaine-Emerville vous parlera tout à l'heure, donc je n'en parle pas. On peut, et ça a été historiquement une des premières études ont concerné le cytomégalovirus, on peut identifier directement des lymphocytes T spécifiques d'antigènes, et donc spécifiquement de peptides issus du CMV. A priori, ce n'est pas très simple, puisque le récepteur T pour l'antigène présent à la surface ne reconnaît pas d'antigène soluble, ne reconnaît pas d'antigène natif, ne reconnaît pas d'antigène isolé à la surface de cellules. Il reconnaît uniquement, je vous le rappelle, des peptides relativement petits, ça n'est pas tout à fait la même taille en fonction s'ils sont associés aux molécules HLA de classe 1 ou HLA de classe 2, mais entre 9 et 16 acides aminés, et qui sont associés, qui sont présents dans la poche de la structure des molécules HLA. Donc ceci est assez difficile à reproduire, mais impossible à reproduire, et donc on n'a pas de moyen direct
on n'avait pas de moyens directs jusqu'à une vingtaine d'années pour identifier des lymphocytes spécifiques d'un peptide donné. Et un certain nombre de travaux, dont celui-là, qui est un des premiers dans le domaine de l'équipe de Mark Davis, publié en 1996, donc ça fait maintenant 22 ans, a été extrêmement utile parce qu'ils ont élaboré des outils qui sont toujours utilisés largement, qui permettent donc de reconnaître, et je vais vous en montrer des exemples, d'identifier dans une population polyclonale de lymphocytes T, reconnaissant des myriades d'antigènes, ceux qui reconnaissent spécifiquement un antigène donné. Donc le truc a été de construire des molécules, évidemment artificielles, qui sont constituées de molécules HLA, ici en bleu, associées à un peptide d'intérêt, mettons un peptide d'une protéine donnée du cytomégalovirus, et si à l'état monomérique, on n'arriverait pas à visualiser l'interaction avec le récepteur T pour l'antigène, ici à la surface d'un lymphocyte T, parce que l'affinité n'est pas suffisante. Donc le truc est ensuite de polymériser, par exemple, 4 fois, il y a d'autres situations, cela a été fait aussi sous forme de pentamère, mais classiquement de tétramère, en utilisant un système biotine-avidine, un système très affin, donc la streptavidine associée à ces 4 monomères constitue donc un tétramère sur lequel on peut, avec une substance fluorescente, par exemple la phycoérythrine en rouge, et l'avidine va venir se coller à la streptavidine et révéler indirectement la surface des cellules. Donc le fait que ce tétramère spécifique d'une molécule HLA donnée avec un peptide donné, c'est bien fixé la surface des lymphocytes T. Donc ainsi, on peut identifier les lymphocytes T spécifiques. Je casse le matériel, on verra après. Les lymphocytes T spécifiques d'un peptide donné. Voici un exemple. Donc les études se font par cytométrie de flux. Donc on identifie la fluorescence, présence ou non pour une cellule donnée. Donc chaque point, c'est une cellule. Ici, c'est l'exemple d'une situation très très particulière où on reconnaît des lymphocytes présents dans le sang. En l'occurrence, c'est un enfant immunodéprimé qui a reçu un traitement. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On va rechercher s'il a dans son sang des lymphocytes spécifiques d'un peptide d'une protéine qui s'appelle PP65, issue du CMV, que l'on sait être très immunogénique. Okay, donc chaque petit point, c'est une cellule. Donc en haut, les 3 images du haut correspondent à des lymphocytes CD8. Donc le marquage CD8, donc en abscisse, c'est la révélation de la protéine CD8 à la surface des lymphocytes T, une façon d'identifier ces cellules. Donc tout ce qui est en dessous de la ligne indique qu'il y a énormément de petits points noirs. Ce sont des lymphocytes T CD8 présents dans le sang de cet enfant, mais qui ne se fixent pas au tétramère entre le peptide P65 et la molécule HLA-A2. Il faut la bonne molécule HLA correspondant à celle exprimée par l'enfant. Et vous voyez, il y a à J-13, avant un événement donné de traitement, il n'y a pas de petits points noirs, il y a quelques points ici, mais qui sont bruit de fond. Et par contre, 37 jours après une certaine intervention, sur laquelle je reviendrai, vous voyez qu'il y a 2,5%, donc c'est considérable, 2,5% de la population des lymphocytes T de l'enfant, qui sont spécifiques de ce peptide issu de la protéine PP65 associé à la molécule HLA2. Donc on peut assez aisément identifier, dans toutes sortes de circonstances médicales ou expérimentales, des lymphocytes spécifiques d'un peptide donné du CMV. En parallèle, on peut s'amuser, entre guillemets, à regarder si ces lymphocytes sont impliqués dans des réponses effectrices, par exemple la production d'interféron gamma. Vous avez ici un marquage, cette fois-ci en ordonnée de CD8. Tout à l'heure, c'était en abscisse. Maintenant, c'est en ordonnée. Et en abscisse, c'est interféron gamma. Et vous voyez que c'est exactement au même jour, 13% des lymphocytes CD8 produisent l'interféron gamma et probablement sont spécifiques de CMV, mais pas que de ce peptide-là, d'autres peptides aussi. Donc on peut suivre ainsi les populations et on peut arriver à un certain nombre de conclusions qui sont illustrées par exemple par ce travail, qui date maintenant d'il y a quelques années, mais qui donne une idée à la fois de la diversité et de l'amplitude des réponses T anti-CMV, donc chez des sujets immunocompétents. On ne parle pas de sujets immunodéficients ici. Donc quel travail a été fait ici ? Ça consiste à regarder pour les lymphocytes T CD4 d'une part, pour les lymphocytes T CD8 d'autre part. On regarde deux choses. La fréquence de lymphocytes T CD4 qui reconnaissent des peptides de CMV en utilisant ces techniques. Donc c'est un travail assez lourd puisque le travail est fait avec 213 open reading frames, donc 213 séquences de protéines qui sont exprimées par le virus. Et donc on étudie des sujets
qui n'ont jamais rencontré le cytomégalovirus, donc il n'y a que des lymphocytes naïfs, pas de lymphocytes mémoire à l'égard du cytomégalovirus. Et en plus, le plus ici, ce sont des sujets qui ont déjà rencontré le cytomégalovirus, donc les 60% de sujets adultes qui ont rencontré le cytomégalovirus. Ici, dans ce rectangle-là, on s'intéresse à tous les lymphocytes CD4, qu'ils soient naïfs ou mémoire, du sang des individus. Et ici, on n'étudie que les lymphocytes mémoire, comme vous savez, qui ont des marqueurs qui permettent de les distinguer. Même chose, je vais rentrer dans les détails après, même chose ici concernant les lymphocytes CD8. Donc ce que vous pouvez observer d'une part, c'est que chez des sujets entre guillemets naïfs, qui n'ont jamais rencontré de cytomégalovirus, en gros, on ne détecte pas, c'est au niveau du bruit de fond, il faut vraiment chercher de façon très, très attentive, de lymphocytes T dans la circulation sanguine spécifique de peptides du CMV, parce qu'il y en a trop peu. Évidemment, il y en a. Nous avons parmi notre pool de lymphocytes T naïfs des lymphocytes T qui reconnaissent des peptides de CMV, mais ils vont être d'une fréquence de l'ordre de 1 pour 100 000, ou en tous les cas extrêmement rares, donc on ne peut pas les détecter. Par contre, chez les sujets qui ont un jour ou l'autre été infectés par le cytomégalovirus, vous voyez qu'on va détecter de telles cellules. Chaque point rouge, ça correspond à un individu différent. Et en moyenne, 4% en médiane, excusez-moi, médiane des individus, 4% des lymphocytes CD4 reconnaissent au moins un peptide de cytomégalovirus chez des sujets. 4%, c'est considérable, hein, sachant qu'il n'y a pas que le cytomégalovirus, ce n'est pas le seul micro-organisme avec lequel on est susceptible d'être infecté. Et si on regarde dans le compartiment mémoire, logiquement, c'est un peu plus élevé. Vous voyez que la distribution est extrêmement variable d'un individu à l'autre, mais en médiane 9%, mais ça va de 0, quelque chose jusqu'à 40%, par exemple, pour cet individu-là. Et pour les lymphocytes CD8, les chiffres sont à peu près comparables, sont un peu plus élevés, 4,5, je crois, si je n'arrive pas à bien lire, peu importe, des lymphocytes CD8 sont spécifiques de CMV chez un individu qui a été infecté par le virus, et 10%, si c'est ce que je peux lire à peu près, avec une variabilité de distribution, 10% des lymphocytes T mémoire. Donc un grand contingent de notre population mémoire sont représentés par des lymphocytes T qui ont été activés par le cytomégalovirus, qui persistent et éventuellement sont amenés à se répliquer à plusieurs reprises dans des contextes de réactivation virale. On verra tout à l'heure l'impact que cela peut avoir. Et si on se pose la question du nombre de protéines, pas de peptides, mais de protéines du virus reconnues par les lymphocytes CD4 ou CD8 d'un individu, pour les lymphocytes CD4, en médiane, il y a, donc avec une énorme variabilité de distribution, 12 protéines virales dont on peut détecter des lymphocytes CD4 qui les reconnaissent dans le sang d'un individu qui a été infecté. Et pour les CD8, en moyenne, c'est 8, mais à nouveau avec une grande distribution. Donc ce que je vous ai détaillé là indique que, premièrement, on peut détecter des lymphocytes T spécifiques du cytomégalovirus chez des gens qui ont été infectés. On les détecte en tant que population mémoire, donc après que l'infection soit survenue. Et deuxièmement, on en détecte un très grand nombre. C'est considérable et c'est une situation relativement inhabituelle. Si on fait le même travail à l'égard de lymphocytes mémoire du virus de la grippe ou de la rougeole ou de bactéries, on parlait la semaine dernière de Mycobacterium tuberculosis, on ne va pas détecter le fait chez un individu qui n'est pas en infection active qu'il ait 10% ou 5% de ces lymphocytes qui soient spécifiques de ce micro-organisme. Donc c'est une particularité du cytomégalovirus qui est notamment liée au fait qu'il y a des cycles répétés de réactivation et donc des cycles de réactivation du virus, donc des lymphocytes T, et qui se réamplifient de façon régulière au cours de la vie. Voilà pour cette notion. Alors maintenant, c'est bien d'avoir des lymphocytes, mais est-ce qu'ils servent à quelque chose ? Chez l'homme, on peut le montrer qu'à travers les exemples de situations dramatiques de maladies génétiques rares où il n'y a pas de lymphocytes ou peu de lymphocytes, où les patients sont extrêmement susceptibles à l'infection par le cytomégalovirus, ce qui est une démonstration assez solide. Et sinon, on peut le démontrer de façon expérimentale. Voici un exemple. Donc, parmi beaucoup de travaux qui ont été menés, mais celui-là est un travail relativement récent, datant de 2015, où on utilise des souris qui n'ont pas de lymphocytes T, parce qu'elles sont déficientes génétiquement en une protéine qui s'appelle RAG1, qui est nécessaire à la fabrication des lymphocytes T. Donc ces souris n'ont pas de lymphocytes T, donc c'est l'équivalent de ce qu'on appelle chez l'homme un déficit immunitaire combiné sévère, situation où l'infection par le CMV est dramatique, tue les patients, les jeunes enfants
qui seraient ainsi infectées. Donc on va infecter ces souris par le CMV murin, on va regarder ce qui se passe, et on va regarder ce qui se passe si on ne fait rien ou si on injecte des lymphocytes T à ces souris. Autrement dit, est-ce qu'on va arriver par le transfert de lymphocytes T à protéger ces souris contre l'infection par le cytomégalovirus. Alors, on va voir ce qui se passe. Donc, si on le fait avec des lymphocytes T qui ne sont pas, qui s'appellent M45, enfin, peu importe les détails, qui ne sont pas dirigés contre le cytomégalovirus, qui ont été obtenus, mettons, je ne sais pas dans le détail ici, je ne me souviens plus, mais par exemple dans un contexte d'une infection expérimentale par un virus de la grippe. Bien, ces lymphocytes T, donc spécifiques d'autres micro-organismes, ils ne vont pas s'expandre chez la souris receveuse, on ne trouvera ni cellules mémoire, ni cellules T mémoire, ni T effectrices, il faut très très peu. C'est pour que les cellules elles soient tétramères plus, c'est-à-dire qu'elles sont, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, on peut fixer dessus sur ces lymphocytes T, s'ils reconnaissent le CMV, un peptide de CMV associé à une molécule du système majeur d'histocompatibilité. Donc il n'y en a pratiquement pas. Si par contre on injecte la même quantité, une petite quantité de lymphocytes T spécifiques du CMV, murin, ces cellules vont s'expandre, notamment les cellules T effectrices, puisque vous voyez qu'au bout d'un certain temps, qui doit, je crois, de l'ordre d'une dizaine de jours, si je me souviens bien le schéma expérimental, un tiers des lymphocytes T, c'est un marqueur d'origine des cellules, un tiers des lymphocytes T sont présents chez la souris, sont spécifiques du CMV. Avec les cellules effectrices, les cellules mémoire, c'est 9%. Donc il y a bien une expansion de ces cellules, et cette expansion est protectrice, parce que si on regarde la survie des souris, si on ne transfère rien du tout, les souris meurent, et c'est une courbe de survie en fonction du temps, 20 jours, 40 jours, etc. Vous voyez que les souris donc, qui n'ont pas de lymphocytes T meurent, donc ça c'est la confirmation de ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, qui est assez évident que les lymphocytes T sont indispensables au contrôle de l'infection par le CMV. Et par contre, le transfert des deux autres populations, soit mémoire, celle-ci, soit effectrice, celle-là, protège complètement les souris. Ce qui manque sur cette diapo, ce serait l'effet de lymphocytes T non spécifiques du CMV, ils ne sont pas protecteurs. Donc c'est la courbe irait aussi vers le bas assez rapidement. Mais les lymphocytes T, transfert passif de lymphocytes T spécifiques protège les souris contre l'infection à CMV. Et vous allez voir que ceci a une application médicale chez l'homme, je vais vous en parler dans un instant. Mais avant ça, si on reste dans le même modèle, un modèle un tout petit peu différent, donc si on injecte des lymphocytes T mémoire spécifiques du CMV, on est toujours dans des modèles expérimentaux chez la souris, donc avec le murine cytomégalovirus, chez une souris qui est porteur du virus de façon latente, on va observer une expansion de ces cellules, c'est un peu schématiquement, c'est ce qui se passe ici, mais là c'était un contexte où il n'y a pas de lymphocytes T endogènes, une expansion de ces cellules sous forme effectrice mémoire, donc avec des marqueurs de cellules qui sont impliquées dans une réponse immune, de production de cytokines, etc., et aussi cytotoxicité. Si on fait ça on injecte des lymphocytes anti-CMV dans une souris qui n'a pas de CMV, ben en fait ces cellules vont mourir. Je vais vous le montrer dans un instant. Elles ne sont pas activées in vivo chez la souris, elles ne s'expandent pas, et donc elles vont disparaître, ça va prendre à peu près 45 jours. Donc il faut la présence du virus, même sous forme latente, sachant que la latence n'est pas absolue et que de temps en temps il y a un certain degré de réactivation, pour observer l'amplification de ces lymphocytes et évidemment la mise en jeu d'une réponse immune. Donc il faut du virus pour que les cellules s'amplifient, leur nombre s'amplifie. En règle, dans ces conditions-là, le nombre de lymphocytes qui s'amplifie, évidemment, c'est un modèle expérimental artificiel. Il n'y a pas un très très grand nombre de clones, vous voyez l'ordre de grandeur, 20 à 50 clones différents, ça veut dire 20 à 50 peptides différents reconnus par ces lymphocytes qui s'expandent. On peut montrer qu'ils ont une très forte affinité pour l'antigène de CMV associé aux molécules d'histocompatibilité. Et ils sont efficaces, ce qui leur permet d'éviter aux souris de mourir, et probablement aux êtres humains également de ne pas mourir, par la production de cytokines et par la fonction de cytotoxicité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une illustration du fait que les lymphocytes disparaissent s'il n'y a plus d'antigène, s'il n'y a plus de virus, que ce soit des cellules immunes ou des cellules naïves. Donc immunes, ce sont les cellules spécifiques du CMV. Naïves, donc qui n'ont pas reconnu le CMV. Donc ce sont trois situations différentes. Chez la souris, on transfère donc ces lymphocytes à des souris où il n'y a pas de CMV. Donc vous voyez, ces cellules disparaissent, si on les compte en fonction du temps.
4 jours, 15 jours, 119 jours. Elles disparaissent, donc je vous disais à l'instant que leur demi-vie est de 45 jours. Donc en l'absence de stimulation antigénique, la quasi-totalité de cellules sont perdues. Alors cette histoire de transfert passif de lymphocytes T qui permettent, je reviens encore un cran en arrière, de protéger les souris, a été une base expérimentale à un traitement chez l'homme, chez des patients qui ont des infections sévères à cytomégalovirus, qui sont immunodéprimés, et donc, comme vous allez le voir, que l'on peut sauver, littéralement. C'est un traitement salvateur d'une infection potentiellement mortelle par transfert adoptif de lymphocytes T spécifiques du CMV. Je vais vous montrer quelques résultats de ce type, qui a été une avancée notable, en particulier chez des sujets transplantés. Donc c'est la première publication de ce type de travaux date de 1992, donc ce n'est pas d'hier, ça fait 25 ans, 26 ans. Donc vous pouvez lire la restauration d'immunité virale chez des sujets immunodéficients par transfert adoptif de clones de lymphocytes T. Et donc ceci a été fait particulièrement pour le cytomégalovirus, même si c'est utilisé aussi pour traiter quelques autres infections virales, comme les infections par le virus d'Epstein-Barr, qui provoque la mononucléose infectieuse, mais des maladies beaucoup plus sévères chez les sujets immunodéprimés, ou aussi les adénovirus qui donnent des infections graves chez les sujets immunodéprimés. Mais le cytomégalovirus a été le premier pour lequel ces traitements ont été mis au point, et c'est un traitement qui continue d'être utilisé chez des sujets immunodéficients. Donc on peut montrer, par exemple, c'est des sujets, ça c'est le premier travail de 92, des sujets qui ont reçu une allogreffe de moelle osseuse. Après une allogreffe de moelle osseuse, donc il y a une reconstitution progressive des cellules sanguines chez des sujets qui ont reçu au préalable une forte immunosuppression, souvent greffe faite pour des maladies malignes comme des leucémies ou d'autres maladies, ça dépend des cas. Donc les sujets après la greffe de moelle osseuse ont très peu de lymphocytes T. Donc s'ils sont porteurs du cytomégalovirus, ou si le donneur avait dans ces cellules du cytomégalovirus, il peut y avoir infection du receveur par le virus du donneur, ou réveil de son propre virus dont il était déjà porteur. Donc dans ce contexte de grande immunodépression, il y a un risque de développement d'une maladie mortelle, ou éventuellement, sans qu'il y ait une maladie mortelle, de lésions graves, par exemple du cerveau, je vous en ai parlé au début, d'encéphalite, de rétinite, etc., etc. Donc certes, il y a des médicaments qui sont actifs sur le virus, mais il y a souvent aussi des acquisitions de résistance du virus à ces médicaments. Et donc l'intérêt de l'injection de lymphocytes T peut être utile. Ici, donc, ce sont l'injection de lymphocytes T qui ont été stimulés au laboratoire, donc à partir de l'ensemble de lymphocytes T polyclonaux, pour avoir une activation spécifique de lymphocytes T spécifique du CMV, donc, qui sont injectés entre 5 à 12 semaines après la greffe, en 4 injections. Vous avez le nombre de cellules, entre 30 millions et 100 millions de cellules, ça, au début c'est assez considérable, à partir de lymphocytes T du donneur, qui est compatible avec le receveur. Donc ça se passe entre J28 et J49 dans le cas présent. Ce que vous montre le diagramme de gauche, c'est qu'on peut mettre en évidence l'apparition de lymphocytes T cytotoxiques, capables de tuer. Vous avez 3 patients différents en situation pré-injection, et puis après une injection, 2 injections, avant la 3e injection, après la 3e injection, après la 4e injection. Il y a des colonnes différentes, mais ne regardez que les colonnes noires. Avant injection, les patients n'ont pas ou pratiquement pas de capacité cytotoxique, en tous les cas dans leurs lymphocytes sanguins, à l'égard du cytomégalovirus, et puis ensuite qu'il y a détection, apparition plus ou moins progressive de tels lymphocytes T dans la circulation sanguine des sujets. Donc il y a bien eu le transfert d'une fonction qui est une fonction cytotoxique, dont on sait qu'elle est utile. Et on peut montrer qu'elle est utile parce que si on suit en parallèle la quantité de virus détectée dans le sang de ces patients, donc c'est ce qui est montré dans cette image, c'est un autre travail qui date de 2002, légèrement plus récent, mais c'est exactement la même histoire, ce sont des chercheurs allemands. Donc vous avez la charge virale qui est exprimée ici de façon logarithmique, 1, 10, 100 000, 10 000, 100 000, le temps, et chaque courbe correspond à un malade différent qui a reçu donc une certaine quantité de lymphocytes T cytotoxiques anti-CMV du donneur. Vous voyez l'effet qui est assez spectaculaire, sauf peut-être chez ces 2 patients-là, mais chez les autres, vous voyez que le virus qui était présent autour de l'ordre de 1000 particules virales par millilitre de sang, eh bien, on tombe virtuellement à 0 en quelques jours, à quelques semaines. Donc la réponse immune in vivo est effective.
Et voici une illustration à travers le marquage on revient à de ces fameux tétramères, c'est la ligne de droite, du bas, excusez-moi. Ça, c'est des CD8 qui se fixent, sur lequel se fixe un tétramère HLA-A2 avec un peptide de CMV. De telles cellules avant traitement, pardon, à J15, très peu après l'injection, il n'y en a pas. On n'en trouve pas. Si on avait l'image pré-traitement, il n'y en a pas du tout. Et ensuite, on les voit apparaître. Vous voyez qu'ici, on est à J32, après l'injection des lymphocytes T. 0,4% des lymphocytes T de cet individu sont spécifiques d'un peptide donné du CMV. Ça veut dire qu'il y en a évidemment beaucoup plus. C'était juste un exemple. Et 6 jours plus tard, ils se sont encore expandus, puisqu'il y en a maintenant 1,5%. Donc, et en parallèle, la charge virale, qui était de 800 copies de particules virales par millilitre de sang à ce moment-là, est tombée à 0. Donc on a une corrélation, difficile de démontrer que c'est strictement une relation de cause à effet, on est chez l'homme, on ne peut évidemment pas faire de démonstration absolue, mais une corrélation très forte, et donc probablement un lien de cause à effet entre l'injection des lymphocytes cytotoxiques, leur expansion et la disparition du virus, donc le contrôle de l'infection. Donc ce sont évidemment des données très intéressantes en médecine. Et voici encore un exemple. Vous avez à la fois les lymphocytes T, ce sont les colonnes grises ici, et je sais plus, les colonnes noires, je ne me souviens plus, peu importe. Et les jours, donc là on est 45 jours avant le transfert des lymphocytes T, J0 est ici, 15 jours, 24 jours, 68 jours, 104 jours plus tard. C'est un exemple. Donc ce patient-là, il a reçu 10 millions de cellules par mètre carré de surface corporelle, donc ça fait à peu près 20 millions de cellules chez un adulte. Il les a reçues à J0 une première injection et à J24 une seconde injection avec la charge virale eh bien, qui était, il faut lire sur l'échelle de droite ici, à nouveau logarithmique, qui était très élevée, de l'ordre de 100 000 copies virus par millilitre de sang, pratiquement disparaît, enfin c'est virtuellement zéro, et là où il n'y avait pas de lymphocytes anti-CMV détectables dans le sang du patient, ils apparaissent. Donc c'est la même idée, la même chronologie, et le même constat bénéfique pour les patients, c'est que la conclusion de cela, c'est évidemment, les lymphocytes T, en particulier les lymphocytes CD8, jouent un rôle critique dans le contrôle de l'infection par le cytomégalovirus, et que de la compréhension de l'observation de ce phénomène a pu être déduit et construit un traitement qui est l'injection, donc le transfert adoptif de clones lymphocytes T, qui se fait chez des greffés de moelle osseuse et parfois aussi chez des greffés d'organes, même que ça pose des problèmes un petit peu plus compliqués, avec l'efficacité qui n'est pas toujours aussi spectaculaire que celle que je vous montre, mais enfin qui est absolument réelle. Voilà pour ce sujet. Alors, il faut avancer, et notamment discuter, comme pour tous les micro-organismes qui sont capables de persister dans l'organisme, ils ont sélectionné au cours de leur coévolution avec l'homme des mécanismes d'évasion, c'est-à-dire d'échappement aux réponses immunitaires, même si on voit que pour le cytomégalovirus, lorsque le système immunitaire est compétent, les choses se passent entre guillemets bien, c'est-à-dire qu'on arrive à contrôler le cytomégalovirus. Mais néanmoins, et ce n'est pas inintéressant de le discuter à l'instant, il y a eu beaucoup de travaux de recherche faits au cours de ces 20 dernières années sur cette question, à travers une série de protéines du virus. Le virus a développé des stratégies diverses, dont je vous en montrerai quelques-unes, pour bloquer la réponse immunitaire. Okay. Évidemment, par phénomène de sélection, il n'y a aucun finalisme là-dedans. Donc ici, il y a l'effet sur l'expression des molécules HLA de classe 1. Donc évidemment, molécules essentielles, puisque ce sont elles qui présentent les peptides du virus aux lymphocytes T CD8 dont je viens de vous parler. Et on a vu leur importance. Vous avez ici 3 temps. La phase initiale, c'est-à-dire, comme son nom, comme les deux mots le disent, le moment le plus immédiat qui suit le début de l'infection. Phase précoce, pour être quelques jours, et un peu plus tardivement, enfin, c'est manière précoce et tardive. Pourquoi la distinction ? Parce que la réplication et l'expression des protéines virales n'est pas exactement la même en fonction de ces temps, et donc sont exprimées successivement différentes protéines qui ont des actions inhibitrices différentes. On ne va pas entrer dans trop de détails. Ce qui est imagé ici, donc, dans le rectangle gris, c'est le réticulum endoplasmique. Donc c'est là où sont synthétiser les protéines. C'est là où se fait l'assemblage des molécules HLA de classe 1 avec la bêta-2-méthylglobine et un peptide qui ensuite, physiologiquement, migre, selon un schéma qui n'est pas montré ici, à la surface de la cellule où ils vont pouvoir donc présenter l'antigène. Donc les rectangles de couleur, en bleu, en rouge, en jaune, en vert, etc., correspondent à des protéines virales.
dont les noms vous sont indiqués ici, US3, US2, US11, etc. etc. Donc qui sont exprimés dans une cellule infectée par le virus. Et ces molécules, par exemple le cas de US3, va s'associer à certaines molécules, soit directement aux molécules HLA de classe 1, comme c'est indiqué ici. Et le fait qu'en se fixant dessus, eh bien, ça va bloquer la possibilité des interactions qui sont nécessaires à la présentation de l'antigène, notamment avec un système ici, les protéines qui s'appellent TAP et tapazine, qui sont nécessaires pour que des peptides antigéniques soient placés dans la molécule HLA. Donc ce phénomène d'apprêtement des antigènes, qui est très très important, de présentation d'antigènes absolument critique pour induire une réponse T, CD8, il est bloqué par la protéine en bleu ici, dans l'exemple que je vous indique, US3. Le phénomène est bloqué, donc il y a une moindre présentation d'antigènes. Donc c'est un premier mécanisme d'inhibition de la réponse immune. Un second mécanisme, c'est que la même protéine va bloquer la capacité, même si le lymphocyte, la molécule HLA, excusez-moi, a été chargée en rouge chez le petit peptide, a été chargée donc du peptide issu du cytomégalovirus, la protéine va être bloquée au niveau du réticulum endoplasmique et ne va pas pouvoir migrer au niveau de la surface. Donc du coup, est invisible des lymphocytes T. Donc c'est un deuxième mécanisme de rétention des molécules HLA au niveau du réticulum endoplasmique par les protéines virales qui bloquent la réponse immune. Un troisième mécanisme qui est ici observé sous l'effet des molécules dites US2 et US11, c'est de mettre en jeu des molécules dont vous avez les noms ici. On ne va pas entrer dans trop de détails, j'en serais pas capable. SPP, TRC8, DERLIN1 et TMEM129, qui entraînent la dégradation des molécules HLA. Donc il y a trois mécanismes qui sont mis en jeu. Blocage de la présentation d'antigènes, donc d'association des peptides avec les molécules HLA, rétention des molécules HLA au niveau du réticulum endoplasmique, et enfin dégradation des molécules HLA qui inhibent, pas complètement, mais qui inhibent, au moins partiellement, à des stades différents de l'infection, la présentation des antigènes viraux du cytomégalovirus par les molécules HLA classe 1 aux lymphocytes TCD8 dont on a vu l'importance. Donc voilà plusieurs mécanismes qui sont mis en jeu. Et ce n'est pas tout. Ça intervient aussi sur les molécules HLA dites non classiques. Je vous ai déjà parlé d'une tout à l'heure, HLA-E. Et qui, en parallèle, il y a aussi des inhibitions. Si je reviens un instant en arrière, dans cette situation où les molécules HLA classe 1 ne sont moins exprimées à la membrane, ces cellules-là deviennent de très bonnes cibles pour les cellules NK. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, les cellules NK tuent facilement des cellules qui n'expriment pas ou plus les molécules HLA de classe 1 parce que les molécules HLA de classe 1 exercent un effet inhibiteur sur les cellules NK. Donc ce n'est pas la même chose que pour les lymphocytes T. Donc, finalement, une contre-mesure de notre système immunitaire, c'est que si les lymphocytes T ne peuvent pas agir ou moins bien agir, au moins les lymphocytes NK peuvent agir et tuer des cellules infectées par le cytomégalovirus qui n'exprimeraient pas ou peu de molécules HLA de classe 1. Mais le virus, il sait aussi, et il s'est sélectionné dans l'évolution, pour également bloquer l'expression de molécules qui sont associées dans l'activation des lymphocytes NK. Donc il y en a un certain nombre d'exemples ici. À nouveau, toute une série de protéines du virus, qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on vient de voir, UL16, 40, etc., etc., et qui vont agir soit en bloquant, par exemple, l'expression de ligands, que les molécules MYC, MYC-B, MYC-A, par exemple, si je prends ces deux-là à titre d'exemple, MYC-A et MYC-B sont des molécules qui sont reconnues par un autre type de récepteur activateur des lymphocytes NK qui s'appelle NKG2D. On a vu C tout à l'heure, mais il y a aussi NKG2D. Donc si les cellules infectées par le virus n'expriment pas ou peu des molécules MYC-B ou MYC-A, les lymphocytes NK s'activeront moins bien. C'est le même principe d'inhibition, donc soit par rétention, soit par dégradation. On observe à peu près les mêmes phénomènes, où par contre l'expression de molécules HLA de classe E, cette fois-ci avec un peptide inhibiteur, et non pas activateur comme tout à l'heure. Donc les virus, à travers toute une série de protéines, ont une capacité d'échappement aux réponses immunes, soit aux réponses T, c'était la diapo précédente, soit ici plutôt aux réponses des lymphocytes NK. Même si, dans l'immense majorité des cas, ces mécanismes d'évasion, s'ils sont utiles et favorisent la dissémination du virus, après tout, en termes évolutifs, ce que le virus cherche à faire, entre guillemets,
c'est d'avoir suffisamment de particules virales pour contaminer d'autres personnes et que le virus persiste. Au moins cela y contribue, même si cela ne contribue pas in fine à ce que l'infection provoque le décès de la personne. Mais en termes évolutifs, ce n'est pas indispensable à la persistance du virus, bien évidemment. Voilà pour cela. Alors un peu d'immunopathologie. J'ai déjà dit tout à l'heure, je vous l'ai montré même, c'est que beaucoup des lymphocytes TCD8, dans une moindre mesure des lymphocytes TCD4, qui sont présents chez un individu relativement âgé, 70-80 ans, et qui a été un jour infecté par le CMV, donc une petite majorité, de l'ordre de 10%, voire plus, des cellules sont spécifiques du CMV, ce qui est absolument considérable, encore une fois, si on réfléchit à l'échelle de tous les antigènes, de tous les micro-organismes avec lesquels nous sommes infectés. Et donc cette inflation, accumulation de lymphocytes TCD8 au cours du temps, elle est significative et peut-être, là on entre dans des notions qui sont moins certaines, elles ont un rôle immunopathologique. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont des caractéristiques qui ne sont pas tout à fait celles qu'on attend de lymphocytes T mémoire classiques, c'est-à-dire qu'il y a surtout accumulation de ces cellules-là, donc de cellules mémoire à longue durée de vie non classiques. Qu'est-ce que ça veut dire, que ce jargon de non classique? Ça veut dire que ces cellules conservent, à travers des marqueurs qui sont indiqués au-dessus, des fonctions effectrices, donc de cellules qui sont mémoire, mais pas absolument en situation quiescente. Elles sont armées pour immédiatement être impliquées dans une réponse immune. Par exemple, elles expriment granzyme B, qui est une des protéines cytotoxiques. Elles expriment des molécules... où est-ce qu'elles sont? Je ne sais plus, là. Des facteurs de transcription qui sont nécessaires à la production de cytokines. Mais en même temps, paradoxalement, elles peuvent exprimer aussi des molécules inhibitrices. On va y revenir dans un instant. Donc ce sont des cellules anormales qui sont le fait de leur persistance et de leur stimulation répétée et qui en partie sont des lymphocytes pro-inflammatoires puisqu'ils produisent des cytokines qui sont susceptibles de provoquer des lésions et on va voir tout à fait à la fin une hypothèse concernant le rôle possible de ces cellules qui s'accumulent en très grande quantité chez les sujets âgés. D'où elles sont générées? Elles sont générées en fait un peu partout puisque le cytomégalovirus, on l'a vu au tout début, peut persister dans les cellules épithéliales et aussi dans les cellules sanguines. Donc, par exemple, ici, et dans les cellules endothéliales, ceci est peut-être pertinent pour l'immunopathologie, vous avez ici la coupe d'un vaisseau très schématique, les cellules endothéliales au-dessus, en dessous, des lymphocytes qui se promènent. Et donc, une cellule endothéliale est susceptible de contenir le virus à l'état latent, d'exprimer quelques protéines ou de temps en temps avoir une réactivation, présentation de peptides viraux à ces cellules qui sont activées, y compris dans la circulation sanguine, ce qui est en soi pathologique et potentiellement dangereux. Ça peut se faire au niveau des organes lymphoïdes, ça peut se faire au niveau des organes périphériques, ici l'exemple du poumon, les cellules épithéliales, même histoire. Donc dans plusieurs sites de l'organisme, il peut y avoir cette activation chronique et la présence de façon quantitativement importante, persistante, et dans des lieux où on n'attend pas ces cellules, comme la circulation sanguine au contact des cellules endothéliales, ce qui est potentiellement dangereux puisque crée des lésions endothéliales et donc vasculaires, de cellules T anti-CMV partiellement activées, chroniquement activées. Alors là, vous avez un détail des différentes molécules mises en jeu dans cette activation inflationniste de lymphocyte TCD8, donc qui, à travers la reconnaissance d'antigènes, ça c'est le récepteur T pour l'antigène, le peptide et molécule HLA, et des molécules de coactivation, CD27, 4,1-BB, etc., peuvent être, encore une fois, je me répète, chroniquement activées à partir d'une cellule épithéliale, endothéliale ou autre qui contient quelques protéines virales et qui sont présentables par les molécules HLA-classe 1. Donc la persistance de ce phénomène peut être in fine délétère. Alors néanmoins, il y a une limite à cette affaire et un élément qui, d'ailleurs, peut parfois être mis en jeu dans des échappements de réponses immunes antivirales, mais moins pour le cytomégalovirus, c'est que ces cellules peuvent s'épuiser. Donc, c'est un concept un tout petit peu différent. C'est que donc, dans une réponse T classique, le lymphocyte TCD8 tue la cellule infectée par le virus et, in fine, contrôle l'infection. Dans des situations où il n'y a pas un contrôle complet de l'infection ou bien une réactivation fréquente, ce qui est le cas du cytomégalovirus, les lymphocytes T qui sont chroniquement activés finissent par se modifier et avoir un programme de différenciation qui conduit à ce qu'on appelle l'épuisement, en anglais exhausted, avec l'expression d'une série de molécules comme PD1 et quelques autres, on va revoir ça dans un détail, qui fait que ces cellules vont s'accumuler, mais sont relativement inactives
en termes d'efficacité de réponse immune. Elles ne vont plus tuer efficacement des cellules infectées par le virus, comme c'est montré là. Et par contre, ne sont pas totalement inactives et peuvent quand même participer de réponses inflammatoires. Et les mécanismes moléculaires qui sous-tendent l'accumulation éventuelle de cellules activées chroniquement et épuisées commencent à être un peu connus. Il y a des papiers récents, par exemple, un papier de l'année dernière, qui montre que l'infection chronique par CMV dans les lymphocytes TCD8, via le récepteur T pour l'antigène, est activé un complexe de facteurs de transcription qui s'appelle NFAT, qui induit l'expression d'un gène qui s'appelle IRF4, et qui IRF4 associé à NFAT et un autre facteur qui s'appelle BATF, par exemple, active le gène qui code pour la molécule PD1, qui est une des molécules immunosuppressives qu'on retrouve à la surface de ces cellules épuisées. C'est un exemple de l'activation de la transcription d'un gène, évidemment, et c'est plus qu'un gène, c'est un programme complexe, mais petit à petit, les éléments moléculaires responsables de cette situation biologique très particulière qu'on retrouve avec le cytomégalovirus, mais aussi, par exemple, chez des sujets chroniquement infectés par le VIH ou parfois par le virus d'Epstein-Barr, se mettent en jeu. On peut le montrer d'une autre façon. C'est globalement les profils de transcription de gènes, ici cette fois-ci dans des situations expérimentales, et montrant le rôle en particulier de ce facteur IRF4 qui est ici, dans l'induction de ces gènes. C'est que dans un contexte d'infection aiguë ou chronique de souris, cette fois-ci, qui sont partiellement déficientes en IRF4, et comparé à des souris sauvages, l'image intéressante est ici. Infection chronique, donc jaune, c'est une expression forte, bleu, c'est expression faible. Et vous avez ici toute une série de gènes, donc vous pouvez retrouver PD11 qui doit être là, et d'autres gènes qui sont associés justement à ce phénotype d'épuisement. Eh bien, ces gènes sont beaucoup moins exprimés si RF4 est lui-même moins exprimé. Donc, ce qui colle avec ce schéma, si cette protéine est moins présente, l'activation des gènes associés à l'état d'épuisement se fait moins bien. Donc, c'est un ensemble, un programme complet de différenciation en ces cellules dites épuisées qui est dépendante de cette molécule IRF4. Donc, de façon schématique, on peut considérer qu'à partir de lymphocytes T, qui sont activés, donc en particulier activés de façon chronique, l'activation non chronique, justement, génère des lymphocytes mémoire qui ont certaines caractéristiques, mais la présence de l'expression chronique du RF4, NFATC1 et BATF induit donc l'activation, par exemple, de PD1 et de toute une série d'autres gènes, inhibe l'expression de gènes qui sont associés avec l'état d'activation des fonctions effectrices, et ces lymphocytes T dits épuisés qui expriment des molécules immunosuppressives, encore une fois, ne sont plus fonctionnels, ne sont plus efficaces dans le contrôle d'une infection virale, donc éventuellement du cytomégalovirus, bien que ça ne soit encore une fois pas trop un problème pour le cytomégalovirus, mais peuvent participer néanmoins de phénomènes inflammatoires qui peuvent être pathologiques. Je dirai un mot tout à fait à la fin. Alors, la persistance du cytomégalovirus et le fait qu'il y ait un très grand nombre de lymphocytes T, notamment chez les sujets âgés, qui soient spécifiques du CMV, de lymphocytes T, oui, spécifiques du CMV, est-ce que globalement cela retentit sur la réponse immunitaire en général? Et la réponse est qu'il y a, dans une certaine mesure, oui, bien qu'il ne faille pas exagérer cela. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Cela repose sur des travaux qui ont été faits sur des populations d'individus, en comparant toute une série de paramètres des réponses immunes chez des sujets infectés chroniquement par le CMV versus des sujets non infectés par le CMV. Et la situation idéale, ça c'est cette étude-là, c'est de comparer des jumeaux vrais. Ce n'est pas facile de trouver des jumeaux vrais, ça permet donc d'étudier le fond génétique évidemment. Des jumeaux vrais dont l'un a été infecté, l'autre pas infecté, ça implique qu'ils ne vivent pas trop ensemble. Mais on peut en trouver, la preuve, c'est que dans ce travail, je ne sais plus combien de couples de jumeaux ont été étudiés, un grand nombre, et toute une série de paramètres, vous ne pouvez pas lire, et il vaut mieux pas lire, d'expression de molécules, de caractéristiques de cellules du système immunitaire ont été étudiées. Et la question posée était de savoir si est-ce que le fond génétique des individus et le cytomégalovirus d'une part et d'autre part, modifie l'état général du système immunitaire. Et la réponse, c'est que le cytomégalovirus le modifie. Parce que si on compare des couples de jumeaux discordants, dont l'un est CMV+, l'autre est CMV négatif, à des couples de jumeaux concordants, évidemment beaucoup plus fréquents, où tous les deux
son CMV négatif, et on regarde des caractéristiques de cellules, ça va être l'image en A, en haut à gauche, et des molécules de signalisation, on observe des différences. On attend, si tout était absolument concordant et que le cytomégalovirus ne changeait rien, tous les points devraient s'aligner sur la diagonale. À chaque fois qu'un point s'éloigne de la diagonale, donc c'est un des couples, ça veut dire que le cytomégalovirus a une influence, donc qui est indépendante du fond génétique, puisqu'on parle de jumeaux vrais. Et alors que ça touche quel type de cellules, ce n'est pas inintéressant. Ça touche les lymphocytes gamma-delta, donc ça c'est une bonne introduction pour ce que va vous dire Julie de Chanel dans un instant, donc ce qui suggère que les gamma-delta sont influencés par l'infection chronique par le CMV. Ça concerne les lymphocytes effecteurs CD8, je vous en ai abondamment parlé, ce n'est pas une surprise. Ça concerne aussi les polynucléaires neutrophiles, dont je ne vous ai absolument pas parlé, et ce n'est pas absolument clair comment, mais cela peut contribuer à des persistances d'états inflammatoires. Et si on regarde des éléments de signalisation, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a un paquet de paramètres, par exemple d'activation in vitro des cellules dans telle ou telle circonstance, dont les caractéristiques sont modifiées par le fait d'être porteur chronique du CMV. Et donc, si on calcule dans tous les éléments qui ont été analysés dans ce travail, qui est un superbe travail, 58% des éléments étudiés du système immunitaire ont des paramètres modifiés par le fait d'être chroniquement infectés par le CMV. Donc c'est considérable. Ça ne veut pas dire que tous ces sujets ont soit un déficit immunitaire, soit des manifestations immunopathologiques, mais ça montre l'impact de l'infection chronique et de la réplication répétée du virus sur le système immunitaire en fonction de l'âge. Les conséquences, on va en dire un mot, c'est pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais pas exclu qu'il y en ait quelques-unes. Il y a une autre étude, un peu du même type, si j'arrive à passer à diapo, qui est celle-là, ou un autre travail qui a été publié cette année, qui est de même nature, où ont été étudiées toutes ces cellules du système immunitaire. Ça permet de faire un petit rappel là, surtout, on ne va pas les passer une par une, mais toutes les cellules impliquées dans les réponses immunes, les polynucléaires neutrophiles, les basophiles, les éosinophiles, donc l'immunité innée, différentes caractéristiques de monocytes, les cellules dendritiques, il y a plusieurs types, les cellules NK, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les lymphocytes B, donc production d'anticorps, les lymphocytes T, ici, les gamma-delta, les alpha-bêta, CD4, CD8, j'en passe, et encore une autre population, les lymphocytes innate lymphoid cells, dont d'ailleurs les cellules NK font partie, mais enfin peu importe. Donc toutes ces populations ont été étudiées, toute une série de marqueurs de ces populations, 1000 individus, et en plus ils ont été génotypés sur des variantes du génome, sur l'ensemble du génome. C'est un considérable travail, et ce travail n'était pas spécifiquement lié au contexte du CMV, mais la question que se posaient les chercheurs qui ont fait ce travail, c'est est-ce qu'on peut relier des variations de ces différents paramètres du système immunitaire, composition cellulaire, expression de telle ou telle molécule, de façon statique ou dynamique, avec des événements environnementaux, infectieux ou génétiques. Et la conclusion de leur travail, c'est qu'il y a un certain nombre d'événements qui entrent en ligne de compte, et un événement qui est en ligne de compte, c'est justement, on retrouve le cytomégalovirus et le fait que les individus soient ou non chroniquement infectés par le CMV. Donc le fait que les sujets soient chroniquement infectés par le CMV font qu'ils ont moins de certaines populations de lymphocytes T non conventionnels, qu'on appelle les cellules CD8 associées aux muqueuses, les mate T-cells. Ils en ont moins que le 0, là où ça descend en dessous. Ils ont un peu moins de cellules NK, par exemple. Et par contre, ça c'est encore plus flagrant, ils ont beaucoup plus de lymphocytes T qui sont dans cette situation d'épuisement, activation chronique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et vous avez ici une illustration pour les lymphocytes T CD4 schématiquement épuisés. C'est un peu plus subtil, mais c'est l'idée. En fonction de l'âge, de 20 ans à 70 ans. En jaune, c'est des sujets non infectés par le CMV. En rouge, infectés par le CMV. Vous voyez qu'en moyenne, avec évidemment une grande variabilité individuelle, les sujets infectés par le CMV ont au moins 2 fois plus de ces lymphocytes T épuisés dans la circulation sanguine. Alors on peut se dire, à la limite, ça n'a pas d'importance. Est-ce que ça n'a pas d'impact sur l'ensemble des réponses immunitaires? Ce n'est pas si sûr, il n'est pas exclu qu'avec le temps, et je vais vous le dire dans quelques minutes, pour terminer, il n'est pas absolument certain que ces différences, telles qu'elles ont été clairement mises en évidence, n'aient pas un impact en termes médicaux. Et si on essaye, alors juste pour relativiser un tout petit peu les choses, c'est un schéma, cet individu, mais c'est l'idée issue du travail que je viens de vous présenter quelques éléments, c'est parmi le polymorphisme du système immunitaire, donc analysé sur un très grand nombre de marqueurs phénotypiques et génotypiques, qu'est-ce qui est de l'ordre de la génétique, de l'hérédité,
un peu, mais on ne sait pas bien, sauf situation particulière. Et qu'est-ce qui est environnemental? Donc, de façon, par rapport à la taille de l'individu, il est estimé que l'âge, ça va du pied à la cheville, donc ça va faire 10% de la taille, quelque chose comme ça. Le fait de fumer, ça modifie le système immunitaire, ça c'est pas bon. Il y a des différences entre hommes et femmes, et le CMV, il est là. Alors, c'est pas grand-chose, mais néanmoins, c'est le seul micro-organisme à ce jour dont on peut montrer un impact significatif, et quand même assez fort, c'était l'image précédente, sur les variations du phénotype du système immunitaire chez des individus. Donc, encore une fois, ça concerne les cellules NK, les cellules épuisées, entre guillemets, des caractéristiques particulières de lymphocyte B, la baisse des MET, des mucosal associated T cells, et une baisse aussi des cellules T naïves. Bon, par ailleurs, il y a énormément d'inconnus sur des considérations générales systémiques de l'étude du système immunitaire chez l'homme. Mais même si ce n'est pas majeur, parce que ça représente que la bande des chaussettes ici, c'est le seul micro-organisme pour lequel on a mis ça en évidence. Alors, surprise, c'est que l'infection chronique par le CMV a effectivement un impact sur la réponse immune, et cet impact, il n'est pas univoque. Il peut être, entre guillemets, favorable, défavorable. Favorable, c'est le fait d'être un autre travail du groupe de Mark Davis qui s'intéresse beaucoup aux réponses immunes in vivo chez l'homme. Il a montré que, comme vous allez voir chez les sujets relativement jeunes, le fait d'être porteur du CMV augmente curieusement la réponse immune lors de la vaccination par la grippe. Donc il vaut mieux être porteur du CMV, on répond mieux au virus de la grippe. Ce n'est pas massif, mais c'est significatif. Vous avez les données ici. Les personnes jeunes, il faut avoir 20 à 30 ans, après ça se gâte, qui sont porteurs du virus du CMV, donc qui ne sont pas malades, qui sont comme beaucoup de personnes ont été infectées et répliquent une fois de temps en temps de CMV, répondent mieux à la vaccination antigrippale que les personnes du même âge CMV négative. C'est ce qui est montré ici. Donc Y, c'est les jeunes, et O, ce sont les vieux, et vert et jaune, comment ça marche déjà, j'ai oublié, c'est le titre d'anticorps. Les CMV-, ils ont un certain titre d'anticorps, c'est logarithmique, et vous voyez que ceux qui sont CMV+, ils ont un demi-log, 7, pas tout à fait 10 fois plus, mais 7 ou 8 fois plus d'anticorps. Alors que chez les sujets plus âgés, pas bonne nouvelle pour moi, il n'y a plus de différence. Le fait d'être porteur du CMV n'apporte plus d'avantage. On peut modéliser ça chez la souris, donc en infectant des souris par le MCMV, puis ensuite on vaccine contre la grippe et on regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe chez des souris jeunes qui ont 5 semaines de vie, moins jeunes, 12 semaines, 9 mois. Pour une souris, ça commence à être relativement âgé. Je rappelle que l'espérance de vie d'une souris, c'est de l'ordre de 2 ans. Donc, et on regarde la charge en virus, donc l'effet de la réponse immune. Les souris qui ne sont pas infectées par le CMV ont une charge virale après un certain temps expérimental, après l'infection par le virus de la grippe, qui est relativement élevée, comparée aux souris MCMV+. La différence est très nette, c'est un facteur 100 à peu près, c'est assez considérable. Ça, c'est chez des souris jeunes, âgées de 5 semaines. Même expérience chez les souris âgées de 12 semaines, il y a encore une différence, mais vous voyez qu'elle s'atténue. Et les souris âgées, relativement âgées, il n'y a plus de différence. Donc le bénéfice ne s'observe que chez des êtres humains et des souris jeunes. Et à quoi est dû ce bénéfice? Au préalable, cela corrèle avec l'émergence de réponses T anti-grippe, qui chez les souris CMV+, jeunes, sont beaucoup plus nombreuses. Ce sont des lymphocytes T spécifiques trouvés dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire, donc là où se passe l'infection grippale. Chez les souris jeunes infectées par le CMV, vous voyez qu'il y a considérablement plus de lymphocytes T anti-grippe et que cette différence s'atténue, et là elle devient non significative chez les souris plus âgées. Et le mécanisme est probablement, c'est peut-être un tout petit peu simplifié de considérer que c'est que l'interféron gamma, mais la production de l'interféron gamma induite par l'infection chronique par le CMV a un effet bénéfique pour l'immunité antigrippale. Donc c'est ce qu'on appelle l'immunité hétérologue, donc un effet d'une infection contre une autre infection. Et vous voyez que, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on fait la même expérience chez les souris qui ne sont pas capables de produire d'interféron gamma parce que le gène qui code pour cette protéine était inactivé, excusez-moi, vous voyez que le titre viral, dans un contexte où les souris sont MCMV+, est beaucoup plus élevé. Donc l'effet de protection,
l'infection chronique par le CMV est perdue. De fait, si on regarde, on quantifie les lymphocytes T spécifiques dans la souris spécifique de la grippe, dans les souris CMV+, interféron gamma moins, knockout, vous voyez qu'il y en a beaucoup moins que dans les lymphocytes T, dans les souris sauvages qui expriment l'interféron gamma. Donc cet effet protecteur repose au moins en partie sur l'interféron gamma impliqué dans la réponse immune anti-CMV. Donc, autrement dit, et puisqu'il y a des données relativement solides chez l'homme, on peut penser que ce phénomène existe chez l'homme et a un effet paradoxalement bénéfique chez les personnes jeunes. La moins bonne nouvelle, et je vais terminer avec ça, mais c'est bien que ce soit un peu hypothétique aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas exclu que l'infection chronique par le CMV, donc ces phénomènes où je vous ai parlé à plusieurs reprises de cycles de réplication virale induisant des cycles de réplication, amplification, activation de lymphocytes T, avec ces phénotypes un peu particuliers de cellules mémoire qui restent assez fortement effectrices ou qui s'épuisent, que ces lymphocytes T donc, qui s'activent et notamment dans les vaisseaux, puisque les cellules endothéliales peuvent répliquer le CMV, en s'accumulant et pour plusieurs conséquences. C'est d'une part que le répertoire global de réponse immune, pas forcément anti-CMV, mais global, par compétition du fait de l'expansion de ces lymphocytes T s'épuise, donc il y a moins de lymphocytes T attendus pour combattre un virus de la grippe ou un autre micro-organisme, que ces lymphocytes T globalement sont en situation d'immunosénescence, qui est un mot large qui recoupe cette notion de perte d'efficacité relative face que les réponses immunes sont moins efficaces, et puis dans le contexte particulièrement du CMV, au contact par exemple des cellules endothéliales vasculaires, que ces lymphocytes T activés, la présence d'anticorps, créent des lésions vasculaires qui participent, par exemple, de phénomènes thromboemboliques. Là, tout ce qui est ici est spéculatif, n'est pas clairement démontré, il faut être prudent, mais enfin, il y a une hypothèse qui a une certaine plausibilité que l'infection chronique par le CMV favorise des phénomènes pathologiques, donc immunosénescence paradoxalement d'inflammation excessive et de lésions vasculaires, donc liées au cytomégalovirus, qui favorisent des pathologies vasculaires et donc potentiellement une mortalité excessive. C'est en soi une voie de recherche intéressante pour le futur, parce qu'encore une fois, les données ne sont pas ni sur le plan épidémiologique, ni sur le plan expérimental d'une solidité telle qu'on puisse accepter ce schéma comme une notion établie. Mais c'est une notion, encore une fois, plausible et qui mérite investigation, puisque là, l'impact en santé pour les personnes plus âgées, évidemment, n'est pas favorable. Voilà, je vais m'arrêter là, juste quelques mots de conclusion. Donc, CMV, c'est un autre modèle d'infection chronique. On en a vu plusieurs cette année, on en avait vu l'année dernière, avec une relation évidemment assez complexe et évolutive au cours des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années de cohabitation entre l'homme et les virus, entre l'hôte et le virus, relation qui, par ailleurs, peut avoir de temps en temps un effet bénéfique. On a vu concernant l'immunité, la vaccination contre la grippe, et éventuellement moins bénéfique chez les personnes âgées. Mais c'est la loi du genre de la vieillesse. Je vous remercie.